Je pense que le rôle de cette chambre, c'est d'abord faciliter ces liens, ces relations économiques et commerciales entre les deux pays, entre les entreprises des deux royaumes. Il faut dire que la douane, c'est comme une sorte de best in class dans ce projet de digitalisation. Dans tout projet de dématérialisation, de digitalisation, qu'on l'appelle comme on veut au niveau de la douane, c'est d'abord un projet à l'intérieur du projet qui s'appelle la conduite du changement. Bienvenue à vous, merci d'être venus si nombreux à cette manifestation qu'on appelle Tour Invest. Je vous dirai rapidement ce que c'est. Je sais que la douane est toujours un sujet passionnant. Personne n'aime la douane, moi non plus. Et on dira, peut-être qu'un jour on aimera la douane quand la douane aura disparu. Alors je ne sais pas si la digitalisation va la faire disparaître. En tout cas, c'est un thème que nous avons choisi avec la Chambre de commerce aujourd'hui pour faire ce Tour Invest. Qu'est-ce que c'est que Tour Invest? Ce sont des forums comme celui-là, où ce sont des espaces d'échange avec des spécialistes et des opérateurs et des gens intéressés, où nous échangeons pour améliorer la chose, évidemment. Nous reproduisons ça autant sur nos journaux que sur nos réseaux sociaux, que sur nos sites web. Voilà en quoi ça consiste. Dans cette chambre, d'ailleurs, on avait parlé il y a quelques mois, on avait fait un Tour Invest autour de l'investissement dans la région de Rabat. On fait des Tours Invest dans différentes régions du Maroc. Bientôt, on ira à Dakhla, peut-être même on ira même en Afrique, puisque nous estimons que c'est le rôle de médias de provoquer l'échange, etc. Alors, pourquoi nous avons choisi, d'abord pourquoi la Chambre de commerce espagnole? Parce qu'aujourd'hui, l'Espagne est le premier partenaire commercial du Maroc et le Maroc est le premier partenaire commercial de l'Espagne en Afrique. Alors ça ne fait pas plaisir à nos amis français, mais c'est comme ça. Deuxièmement, parce que au cœur de l'échange, il y a la douane. Et je vous rappelle, enfin c'est une curiosité de la Chambre de commerce espagnole, ça s'appelle Chambre de commerce de l'industrie et de la navigation. C'est la seule qui a le mot navigation dans son intitulé, c'est dire que les flux sont importants. Donc voilà, donc nous allons avoir un opérateur de la douane, nous allons avoir un opérateur de... Roca, qui est un opérateur très important et très ancien au Maroc, et un troisième, je pense, qui est de Caixa. De Caixa également. Donc on profite pour... de Banco Sabadell. Donc on profite pour les remercier, de remercier tous nos partenaires, qui sont les trois, donc vous voyez les marques ici. Sans eux, on n'aurait pas pu faire cette opération. Nous espérons beaucoup d'échanges, nous espérons beaucoup de solutions. On vous remercie encore une fois. Et à vous la parole, Madame la Présidente. Bonjour tout le monde. J'espère que vous avez profité des petits cafés avant. Et je suis conseillère de l'ambassade d'Espagne, je suis membre de la Chambre de commerce espagnole, Madame, Messieurs. C'est un grand honneur pour moi de vous accueillir à ce débat autour du terme douane et digitalisation pour un commerce Maroc-Espagne fluide et sécurisé, organisé par le quotidien L'Économiste et en collaboration avec notre Chambre de commerce espagnole au Maroc. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude au quotidien L'Économiste et avec M. Veliacid, ici avec nous aujourd'hui, pour son soutien et son rôle actif dans la réussite de cet événement. Ainsi qu'à notre modérateur qui va venir tout de suite, M. Shahid Hamadi, pour sa précieuse contribution. Et bien sûr, je souhaite également remercier nos distingués panélistes, Abdelghani et Mme Amal Zajik et M. Hicham Saïd de Roca, et pour les participants et leur expertise partagée aujourd'hui avec nous.
Depuis 2012, l'Espagne est le premier partenaire commercial du Maroc, comme notre collègue a déjà mentionné, et les échanges bilatéraux continuent de se renforcer. En 2024, plus de 15 000 sociétés espagnoles ont exporté vers le Maroc. 15 000 sociétés espagnoles, pour un volume total près de 12 000 milliards d'euros. Donc ça, c'est beaucoup. C'est très, très important. Faisant du Maroc la 7e destination des exportations espagnoles, tant en nombre d'entreprises exportatrices qu'en volume. Cette dynamique témoigne de la solidarité et de la complémentarité de nos relations économiques et souligne l'importance de moderniser et de digitaliser les procédures douanières afin de garantir un commerce bilatéral fluide et sécurisé. Votre présence et vos interventions enrichiront sans aucun doute ces débats et contribueront à renforcer la coopération commerciale et la fluidité des échanges entre nos deux pays. Donc n'hésitez pas à mettre votre question à notre panéliste d'aujourd'hui. Et je vous souhaite à tous un bon débat stimulant et des discussions fructueuses. Merci et profitez de la journée d'aujourd'hui. Merci. Merci d'être là et bienvenue à Tourinvest en partenariat avec la Chambre de commerce espagnole. Et cela se passe dans un contexte où, effectivement, vous l'avez entendu, l'Espagne est le premier partenaire commercial du Maroc. Il était important pour nous de nous focaliser, effectivement, sur la fluidité des échanges commerciaux faits de part et d'autre de la Méditerranée. La digitalisation des procédures douanières, en fait, c'est la thématique la plus importante, en tout cas, qui a été retenue pour cet entretien, pour cette entrevue avec le panel que j'aurai le plaisir de vous présenter dans un instant. Ces procédures, en tout cas, la digitalisation qui se transforme effectivement en un levier essentiel, vous l'avez entendu aussi, pour réduire les délais, améliorer la transparence et renforcer la compétitivité des entreprises. Alors pour en débattre, nous allons avoir le plaisir d'accueillir 3 responsables à la tête de cette relation quand même. Alors j'ai le plaisir de recevoir Madame Amel Zdeig, elle est chef de la division de l'audit et de l'inspection de l'administration des douanes et impôts en direct. Marhaba Madame. J'ai le plaisir également de recevoir Si Abdelghani El-Bahi, qui est premier vice-président de la Chambre espagnole de commerce, directeur général de Banco Sabadell Maroc. Si Abdelghani. Et Si Hicham Saïd, directeur supply chain et logistique, Roca Maroc. Merci encore une fois, Madame, Messieurs, pour votre présence. Ensemble, évidemment, nous allons parler d'un thème, on l'a dit, quand même, qui sera très instructif et qui va nous permettre, évidemment, d'explorer les avancées dans ce domaine, les défis, les perspectives, évidemment, pour bâtir, pour renforcer un commerce bilatéral beaucoup plus fluide, digitalisé, c'est vrai, en tout cas c'est la thématique aujourd'hui, et compétitif. Alors je commence à tout seigneur, à tout honneur par vous, Madame Zdeig. Qu'en est-il aujourd'hui donc de cet organisme? Présentez-nous donc les douanes marocaines. Que sont les douanes marocaines? Que représentent-elles dans l'esprit collectif à l'heure surtout de la mondialisation? Merci, Monsieur Chaib. Merci pour la thématique que vous avez bien voulu choisir en termes de digitalisation de la douane en particulier, étant donné les avancées majeures de notre pays en termes de digitalisation, dématérialisation de façon générale de ces institutions publiques, en l'occurrence la douane. Merci aux intervenants, merci aux participants à ce panel. N'hésitez pas, bien évidemment. Marhaba bikoum. Avant de répondre à toutes les questions qui vont venir, en fait, ou à ce débat, j'aimerais bien quand même présenter la douane. On la connaît tous, bien évidemment. C'est une administration qui est le premier contact des opérateurs économiques. Toute opération confondue, soit l'importation, soit l'exportation, si on ne prend que ces flux-là. Il n'y en a pas que cela. Et c'est une administration publique, on le sait tous, qui est chargée de plusieurs missions, dont notamment tout ce qui est
tout ce qui est import et tout ce qui est export, dans la mesure où on est en train de mettre en place toutes les procédures facilitées pour pouvoir continuer avec une entreprise qui peut aller de l'avant en termes d'échanges au niveau international. Alors, ce qui est important pour nous, c'est toute cette vocation économique. Donc, nous sommes dans un milieu ou dans des procédures où on fait intervenir plusieurs intervenants dans la chaîne du commerce extérieur. Donc, ce n'est pas uniquement la douane qui intervient, mais c'est le premier contact que connaissent tous les opérateurs, que ce soit à l'import ou à l'export. Et par conséquent, on est amené, par rapport à ces taxes économique au niveau de la mission de la douane, on est amené à pouvoir dire à cette entreprise que la compétitivité compte pour nous, soit à l'échelle nationale, soit à l'échelle internationale. Et de par ça, nous sommes en train de mettre en place depuis belle lurette, depuis la naissance de la douane au Maroc, toutes les possibilités, toutes les mesures de facilitation pour garantir cette compétitivité, aussi bien de l'entreprise, mais de façon générale de tout le système et de tout le schéma en fait économique au Maroc. Et par rapport à ça, nous mettons en place pas uniquement des procédures facilitées, mais nous garantissons aussi la sécurité des flux. Et donc tous les contrôles douaniers pour que ça puisse pour qu'on puisse être en avant par rapport à tout ce qui est fraude commerciale et à tout ce qui est trafic illicite, c'est la douane. En plus de ça, nous continuons à adapter nos procédures et nos processus pour cette compétitivité, pour garantir la compétitivité et pour mettre en place un environnement attractif, propice pour l'investissement de façon générale. Donc le topo, c'est un peu ça, pas uniquement, mais pour faire bref. Par rapport à la douane en termes de réalisation, ça serait bien quand même de présenter quelques chiffres clés. Alors c'est une administration qui est présente au niveau de 9 directions régionales à travers le royaume, avec plus de 6 000 agents douaniers. Alors plus exactement, nous sommes au 31/12/2024 à 6 379 agents douaniers, dont 60% sont des agents de brigade, et avec un taux d'encadrement de 34%. Nous sommes aussi présents au niveau de 44 ports, dont ceux de commerce, pas uniquement, parce qu'il y a des ports aussi de plaisance, de pêche et de passagers. Nous sommes présents dans 22 aéroports, dont 18 internationaux. Nous sommes présents dans 84 magasins et aires de dédouanement et 14 zones d'accélération industrielle. Ça, c'est pour faire facile. Il y en a d'autres, bien évidemment, où on intervient, mais grosso modo, c'est ça. Et par rapport au flux, nous avons enregistré en 2024 plus de 2 millions de déclarations douanières, tout flux confondu à travers tous les bureaux douaniers. Et ce flux représente un taux de progression de 7,1% par rapport à l'année d'avant. Et nous avons, par rapport à ce flux-là, 64% de déclarations qui ont obtenu la main levée en moins de 4 heures. Alors, j'imagine quand beaucoup de gens disent que nous sommes bloqués à la douane, on n'arrête pas de le dire, mais 64% de ces déclarations ont eu la main levée en moins de 4 heures. C'est vraiment révolutionnaire. Et la main levée, juste pour les gens qui ne connaissent pas, ou qui, juste pour donner un aperçu global, la main levée, c'est l'autorisation que délivre la douane à l'opérateur pour qu'il puisse prendre possession de sa marchandise. C'est tout simplement qu'il a acquitté toutes les formalités de passage. Alors je dis bien de passage, mais aussi de dédouanement. Parce que les formalités de passage incluent beaucoup de choses que la douane prend en charge. Et nous avons donc enregistré un délai de dédouanement moyen à l'import en 2024 de 6h16, contrairement à 2023, c'est-à-dire l'année d'avant, de 7h42. Nous avons aussi un délai de dédouanement à l'export d'1h13 contre 1h16 l'année d'avant. Donc c'est vraiment des chiffres qui révèlent l'activité et l'intervention de la douane. Quand un entrepreneur dit que ses produits sont bloqués à la douane, ce n'est pas toujours vrai. Ce n'est pas toujours vrai, tout à fait. Alors, je continue par rapport aux chiffres. Nous avons perçu en 2024 quelque chose comme 144,8 milliards de dirhams, soit un taux de progression de 9,2% par rapport à l'année d'avant. Et par rapport à ce chiffre aussi, c'est 6,42 à peu près, si ma mémoire est bonne, milliards de dirhams de recettes additionnelles suite aux contrôles qui ont été faits par la douane. Et ça représente un taux de progression de 36% par rapport à l'année d'avant.
je passe peut-être des chiffres qui sont faramineux, mais qui représentent et qui donnent une idée effectivement par rapport à cette intervention d'une administration qui est face à toutes les opérations d'import et d'export pour ne prendre que ces flux-là. Et en termes de gestion de relations clients, et ça c'est la facette facilitation, nous avons en 2024 labellisé 66 entreprises en tant qu'opérateurs économiques agréés. Et nous avons enregistré un délai moyen de réponse aux requêtes de nos usagers, tous azimuts, 1,44 jours, avec un taux de satisfaction de 97,5%, 79,5%. Alors ce taux de satisfaction est mesuré 2 fois par an. Donc on fait des enquêtes de satisfaction 2 fois par an pour faire évoluer nos processus, nos procédures, peut-être nos contrôles, etc. Donc voilà un peu le topo par rapport aux réalisations de la douane, les dernières réalisations, là où on est présent, pour dire un peu que notre intervention n'est pas facile. Elle est compliquée, certes, mais nous jouons le jeu en termes de facilitation continue, mais de contrôle efficace aussi. Donc, je pense que le topo, il est assez représentatif pour qu'on puisse dire que la douane, quand on dit que ma marchandise est bloquée à la douane, comme on dit toujours, excusez-moi l'expression, ce n'est pas toujours la douane, mais parce qu'il y a plusieurs intervenants dans la chaîne du commerce extérieur. Sylvain, donc voilà, on a entendu, j'imagine que l'attente des entreprises est énorme, en tout cas vis-à-vis des services des douanes. Comment, d'une manière générale, la Chambre de commerce accompagne justement ce mouvement, ce processus, justement pour pouvoir satisfaire véritablement ces besoins, de façon à ce que ça soit la plus fluide possible? Merci Sihmadi pour la question. Tout d'abord, mes remerciements à la Chambre de commerce officielle espagnole au Maroc, à l'économiste pour l'organisation de cet événement. Mes remerciements aussi aux panélistes et bien sûr aux entreprises présentes ici, ce qui montre un peu l'intérêt, ce qui montre beaucoup l'intérêt des entreprises à cette thématique. Avant de répondre à la question, je pense qu'il faudra planter un peu le décor et rappeler un certain nombre de données. Je pense que les deux intervenants qui ont fait l'introduction, l'allocution d'introduction, ont parlé de ça, enfin des statistiques, mais les statistiques nous permettent un peu de mesurer un peu les flux qui existent entre le Maroc et l'Espagne. En Espagne, Sonia l'a dit, il y a 15 000 peut-être plus entreprises espagnoles qui exportent au Maroc. Plus de 25% d'une manière régulière, c'est-à-dire plus de 4 fois par an. Beaucoup plus au Maroc, des entreprises, on n'a pas les statistiques exactes, mais il y a beaucoup plus d'entreprises marocaines qui importent depuis l'Espagne. Et au Maroc, il y a un peu plus de 1000 entreprises espagnoles qui sont installées au Maroc et qui participent un peu dans tout le secteur d'activité au pays. Et il faudra saluer, bien sûr, c'est un dynamisme important. Chaque année, il y a un record. Tout à l'heure, Sonia l'a dit. En 2012, l'Espagne est le premier partenaire commercial du Maroc. Maroc aussi, en exportation et en importation. Et les acteurs de ce dynamisme sont d'abord les entreprises qui ont choisi et qui ont fait confiance à sa taxe Espagne-Maroc. Justement, comment expliquer cette prouesse, en tout cas ce succès, en tout cas avec le Maroc en matière de partenariat, de relations, parce qu'à un moment donné, effectivement, l'Espagne occupait la 2e place par rapport à la France, pour ne pas la citer. Est-ce que la raison géographique explique tout? C'est un point très important, la proximité géographique, c'est-à-dire qu'on peut produire au Maroc et livrer en Espagne en moins de 48 heures grâce à un certain nombre de choses, donc la logistique, la douane, etc. La proximité géographique, c'est un point important, mais aussi c'est le rôle des institutions espagnoles bancaires qui se sont installées au Maroc depuis 2009. Il ne faut pas oublier que 2 banques espagnoles ont choisi d'installer au Maroc leur succursale totalement opérationnelle qui offre tous les services bancaires, que ce soit en termes de moyens de paiement locaux et étrangers. Ça, c'est très important, ce qui aide à fluidifier un peu les flux commerciaux entre les deux pays.
offrir des facilités de financement, très important aussi. Et je pense que ce n'est pas un hasard que 2009, installation de deux banques, et puis 3 ans, 4 ans après, l'Espagne devient le premier partenaire commercial du Maroc. Le rôle de la Chambre de commerce aussi, je pense que le rôle de cette Chambre, c'est d'abord faciliter ces liens, ces relations économiques et commerciales entre les deux pays, entre les entreprises des deux royaumes. Et je pense qu'on a réussi un peu notre mission et on est en train de travailler d'une manière décisive pour offrir plus de facilité à ces acteurs, que ce soit entreprises marocaines ou entreprises espagnoles, qui choisissent d'avoir des relations et des flux commerciaux entre le Maroc et l'Espagne. Et clairement, c'est le rôle de tous ces acteurs-là qui a permis à ce que le Maroc et l'Espagne entretiennent ces relations un peu privilégiées. C'est des relations qui n'ont jamais été atteintes avant et c'est des relations qui sont amenées à se développer encore une fois. Et grâce à un événement qu'on va organiser d'une manière conjointe en 2030, ça offre beaucoup de visibilité dans un monde qui en manque cruellement. Ça offre beaucoup de visibilité aux entreprises pour tous les projets qui sont en cours, que ce soit en Espagne ou que ce soit au Maroc. Donc voilà, je pense que, et en termes d'attente, pour répondre un peu à votre question d'une manière générale, en termes d'attente, je pense que ces opérateurs, les entreprises, ils attendent deux choses. Ils attendent plus de fluidité. Donc il y a de la fluidité, ce n'est pas quelque chose que personne ne pourra contester. Toutes ces choses qui ont été faites, et on aura le temps d'y revenir, toutes ces choses qui ont été faites depuis maintenant 20 ans, mais on demande toujours plus. Donc plus de fluidité, plus de prévisibilité réglementaire aussi, c'est quelque chose de très important. Et je pense que le rôle de la Chambre, c'est d'organiser ce genre de rencontres, d'encourager un peu cette conversation entre les différents acteurs, entreprises, banques, douanes, et la Chambre de commerce joue un rôle très important justement pour faciliter ce genre de conversation. Voilà, et là je m'adresse naturellement à Si Saïd. Voilà, on a parlé beaucoup donc de flexibilité. Vous êtes à la tête d'un grand groupe, Roca Maroc. Est-ce que vous vous reconnaissez finalement dans tous les adjectifs qui ont été utilisés depuis tout à l'heure, flexibilité, coopération, facilité? Qu'en est-il véritablement, en tout cas, de l'installation de votre groupe ici au Maroc? Quelles en ont été les raisons, au-delà évidemment de la proximité géographique dont on parlait tout à l'heure? D'accord. Alors, bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Avant de répondre à votre question, j'aimerais donner quelques chiffres par rapport à Roca. Roca, il a été fondé en 1917, plus de 100 ans d'existence. Roca Maroc s'est installé à Setat avec une usine de céramique depuis 1995, déjà 30 ans d'âge. Nous sommes plus de 850 collaborateurs et collaboratrices. Nous desservons le marché local, nous desservons à l'export pour des clients directs en Afrique, Afrique de l'Ouest, au Corne, et on dessert aussi plusieurs filiales du groupe Roca, d'accord, à travers la région EMEA. Par rapport au commerce extérieur, et pour donner des chiffres et des volumes, 60% de nos achats sont à l'import. 40% presque de nos ventes sont à l'export. Et du fait cumulé, il donne le volume des échanges qui est important et qui est régulier. Alors, tout progrès normalement que mes collègues viennent de citer va nous impacter, toute difficulté va impacter aussi négativement. Il faut dire que les dernières années, depuis 2019, ça me rappelle le Covid, c'était un accélérateur quand même de digitalisation. Avec tout le processus de dématérialisation à la douane, nous avons sondé je dirais une amélioration, un progrès indéniable. Personne ne peut le nier. Il y a plus de clarté, plus de transparence, moins de paperasse, des délais courts, il faut le dire. Maintenant, il faut dire qu'on est en phase un peu embryonnaire, transitoire, dans cette phase de transition.
Il y a encore des points à améliorer. Vous avez clairement dit que la douane elle est en train de donner la main levée dans des délais qui sont moins de quelques heures. Auparavant, c'était des journées, 2 jours, 3 jours. Ça, c'est clair, c'est un progrès énorme, mais il reste encore d'autres organismes annexes qui devront faire un effort. Et on devra tous, secteur privé, administration, douane et tous les autres acteurs, ils doivent imaginer un process qui va normalement, je dirais, garantir le côté contrôle de la chose, mais tout en gardant un œil sur les délais et le service. Ça, le principal point de, voilà, j'allais dire, de friction, entre guillemets, ce serait effectivement ce délai d'acheminement des produits à travers les services des douanes. Alors, il faut dire que la douane, c'est comme une sorte de best in class dans ce projet de digitalisation. Ce sont, je dirais, ils sont à la page, vraiment, tu as les notifications, tu as toute la paperasse, ou plutôt toutes les étapes qui sont traquées, tu peux les vérifier. Mais si l'opérateur économique n'a pas possession de sa marchandise dont les délais, c'est-à-dire arrivent, soit pour la consommation, soit pour notre cas, pour même la production, il y a de gros risques supply chain. Il y a même arrêt de l'usine, même retard du service par rapport à nos clients qui ont des projets un peu, je dirais, importants tout au long du Maroc. Et l'accompagnement de ces acteurs de l'écosystème, parce qu'il y a tout un écosystème, il y a l'opérateur économique, il y a la douane certes, mais il y a tous les autres organismes qui devront mener la route avec la même vitesse. Et là, il y a encore du chemin à faire. Il y a du chemin à faire. Madame Zdeg, vous vous sentez quelque part interpellée justement par ce qui a été dit par Si El Bahi. Voilà, les points soulevés, j'imagine que vous les prenez en considération dans les administrations des douanes. Comment justement, à l'heure actuelle, percevez-vous déjà ces problèmes-là, éventuellement pour peu qu'on puisse parler de problèmes? Est-ce qu'une réflexion est engagée à ce niveau-là? C'est toujours des réflexions, c'est toujours des projets qui sont mis en place, qui sont lancés. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la douane, c'est d'abord des plans stratégiques. C'est toujours des plans stratégiques. On est au 4e, donc 2024-2028. Et quand on dit des plans stratégiques, c'est des projets innovants à chaque fois. On n'aurait pas pu arriver à cette notion de dématérialisation et de zéro papier en dehors de cette notion de mesure, de projets qui sont vraiment porteurs de valeur ajoutée. Et quand on dit porteurs de valeur ajoutée, c'est qu'il faut savoir un truc, c'est que on ne peut pas, au niveau de la douane, c'est plusieurs décennies qu'on fait comme ça, on ne peut pas, au niveau de la douane, lancer un projet sans faire une étude de retour sur investissement. Alors, cette étude de retour sur investissement, ça englobe le tout. D'abord, c'est la valeur ajoutée pour l'écosystème, pas uniquement pour la douane, hein. C'est pour d'abord les opérateurs, parce que c'est le plus important pour nous. C'est la chaîne du commerce externe, mais c'est aussi les intervenants. Est-ce qu'ils peuvent aller avec nous? Est-ce qu'ils peuvent nous suivre ou pas? Ensuite, c'est des coûts de réalisation et c'est des délais de réalisation aussi. Donc, on ne peut pas se permettre de lancer des projets comme ça, tête baissée, si on n'a pas une visibilité de quand est-ce qu'on va être opérationnel et comment on va être opérationnel. J'ajouterai par rapport à ça, et ça je l'ai vécu moi-même en fait, c'est que dans tout projet de dématérialisation, de digitalisation, qu'on l'appelle comme on veut au niveau de la douane, c'est d'abord un projet à l'intérieur du projet qui s'appelle la conduite du changement. Et cette conduite du changement est essentielle dans la mesure où, si vous n'avez pas les gens qui peuvent suivre, qu'ils soient les usagers de l'administration ou ceux qui interviennent dans la chaîne du commerce extérieur, c'est le fiasco total pour le projet. Et donc on prend en considération tout ça en disant que pour lancer ce projet, voilà les coûts, voilà les délais, parce que ça aussi c'est important, voilà la valeur ajoutée, donc ça mérite d'être lancé. Mais voilà aussi le projet de conduite du changement qui doit être mis en place en termes de sensibilisation, en termes de formation et en termes d'assistance. Et avant tout ça, c'est des études de spécification qui se font autour de la table avec tous les intervenants, aussi bien les opérateurs eux-mêmes, les associations professionnelles elles-mêmes, que les intervenants dans la chaîne du commerce extérieur, que la douane aussi.
Donc, prendre en charge les besoins, c'est l'apanage du quotidien des douaniers. Et les plans stratégiques sont là pour prendre en considération ça. Donc je pense qu'on ira plus loin dans le détail par rapport à ces points particuliers de digitalisation, de solutions numériques qui ont été mises en place. Mais des exemples très révélateurs sont là pour montrer cette dynamique qui a réussi. Ça fait depuis le premier plan stratégique 2011-2015 que nous faisons de cette manière. Et c'est une démarche qui a réussi et qui ne peut pas réussir autrement. Alors la digitalisation, la dématérialisation, on appelle ça comme on veut, comme vous dites. Quel a été le point déclencheur finalement? On a parlé tout à l'heure, on a abordé l'exemple de la pandémie Covid. Est-ce qu'effectivement ça a été cette date-là qui aura servi un tout petit peu de leçon au sein de l'administration des douanes? C'est une vraie anecdote. Je répondrai à la question d'une autre manière, si vous permettez peut-être de lancer juste quelques exemples par rapport aux solutions numériques qui ont été mises en place. Et donc ces solutions numériques, elles sont vraiment énormes. Si j'ai à choisir, je m'étalerai toute la journée, je finirai pas, ça c'est sûr. Oh, on a le temps, hein. Mais oui, si vous voulez bien. Hein. Sauf que pour faire quand même bref, j'en prendrai quelques-unes, j'en prendrai 4. Si vous permettez, si Chaïb, bien sûr. Donc, et pour répondre à la question in fine par rapport à cette anecdote qui est la pandémie de la Covid-19, c'est vraiment quelque chose qui a marqué l'esprit des douaniers. Nous avons mis en place un certain nombre de solutions numériques qui ont eu un impact considérable, aussi bien sur le délai de passage en douane, qui est le premier indicateur que nous mesurons au niveau de l'administration, que sur la facilité offerte à nos opérateurs. Et ça, c'est les enquêtes de satisfaction qui le mesurent. Alors, la solution que je prendrai, enfin, c'est pas dans l'ordre, mais on prendra ça pêle-mêle, c'est le paiement électronique. Alors, lorsqu'on a mis en place le paiement électronique, c'était vraiment une innovation. Ça a révolutionné le monde de l'administration publique à l'époque. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce paiement électronique, et la première version de ce paiement électronique a été mise en place en 1999. Je pense que peu de gens le savent. Mais la première solution qui a été mise en place, c'était sur l'ancien système. Et c'était sous forme d'échange de données informatisées avec quelques opérateurs. Et puis avec une seule banque de la place. Avec bien sûr un réseau à valeur ajoutée qui assure toute la sécurité, toute la traçabilité et j'en passe. Et puis depuis, on a mis en place au fur et à mesure toutes les solutions possibles et imaginables de paiement multicanal, à commencer par la carte bancaire en 2015. Et en allant vers tout ce qui est M-banking, e-banking, les agences bancaires, les agences de proximité et j'en passe, tout en arrivant en fin de compte aux TPE aussi, parce qu'il y a du paiement qui se fait par des TPE au niveau de la douane. Et ça a tellement permis de gagner en délai de dédouanement, parce qu'on a supprimé énormément de déplacements vers les bureaux de recettes. Ça, c'est l'impact tangible au niveau des opérateurs. Ils l'ont certainement senti. Mais au niveau de l'administration, et ça aussi, ça a été mesuré en termes de retour sur investissement. Au niveau de l'administration, on a pu gagner en termes de ressources humaines. C'est qu'on a pu redéployer nos ressources humaines qui étaient là pour percevoir les droits et taxes en fait ou les recettes douanières vers d'autres fonctions. Donc on a pu quand même optimiser les ressources humaines. C'est une pénurie, vous le savez tous, on n'invente rien du tout. La ressource humaine devient une pénurie au fur et à mesure de l'avancement. Et puis pour l'agent douanier lui-même, ça a été une réussite parce qu'il a pu se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Et donc le paiement électronique jumelé avec une attribution automatique, une délivrance automatique de la main levée, parce que dès que vous payez chez vous, soit à travers l'Internet, soit à travers le mobile ou n'importe quel canal, vous recevez automatiquement une notification de délivrance de la main levée sur votre adresse mail. Et donc, vous avez la possibilité de récupérer votre marchandise directement. Vous ne revenez plus chez le douanier. Et ça, à l'époque, c'était énorme. Là, ça devient du quotidien, mais c'était énorme, c'était révolutionnaire. Deuxième solution que je ne manquerai pas de citer, c'est la signature électronique.
Alors la signature électronique, c'était toute une plateforme et tout un ensemble de logiciels qui ont été mis en place pour répondre aux spécificités, aux termes de la loi 5305, donc on est quand même régi par des lois de sécurité de la transaction, de digitalisation, parce que quand on dit digitalisation et zéro papier, il va falloir signer électroniquement. Et cette signature était vraiment avec un ensemble de mesures de conduite du changement. Et je me rappelle très bien, on était même dans des bureaux douaniers éloignés pour faire des séances de sensibilisation qui duraient des journées. Parce que effectivement, c'était nouveau. C'était en 2017-2018. Et à partir du 1er janvier 2019, ça a permis à l'administration de franchir le pas vers le zéro papier et donc la suppression de tout ce qui est dépôt physique, si vous vous rappelez, tout ce qui est dépôt physique de documents, soit la déclaration, soit les documents exigibles, j'en passe. Donc on a pu quand même déclarer le zéro papier à partir du 1er janvier 2019. Ajoutant à cela toutes les possibilités offertes d'échange de données informatisées avec la communauté, toute la communauté, soit à l'échelon national, mais aussi à l'international. On ne le voit pas peut-être, mais c'est ça. Nous sommes en train d'échanger des données structurées, parce que quand on a du document, difficile de l'exploiter automatiquement. Mais quand on a de la donnée qui est structurée, c'est vraiment quelque chose qui donne un coup de pouce à l'accélération du circuit de dédouanement. Alors tous les partenaires sont autour de la table pour cet échange et nous échangeons avec plusieurs plateformes. Je citerai quelques-unes en fait. C'est le guichet unique du commerce extérieur Portnet, l'exploitant du port de Tangemed, les organismes de contrôle dont on parlait tout à l'heure, en l'occurrence le département de l'industrie, l'ANSA, tous ceux qui interviennent en fait pour délivrer une autorisation particulière pour le passage au niveau de la douane. Et donc ça a permis d'accélérer énormément ce délai que nous mesurons au quotidien et qui est vraiment quelque chose de, je dirais, mais chérie du quotidien, c'est quelque chose qui est un outil de travail. Et qui est impératif. C'est un impératif au quotidien, effectivement. C'est Abdelghani El-Bahi, justement, voilà, je voudrais avoir votre regard sur cet arsenal de réformes développées par Mme Steik. Quel impact sur, en tout cas, les besoins, les attentes des opérateurs espagnols? Je vais essayer de compléter. Non, clairement que les réformes entreprises par la douane ces 15-20 dernières années vont dans le bon sens. Moi, je citerai d'une manière globale, mais je pense que c'est ce qui touche, c'est ce qui parle plus aux entreprises, c'est la simplification des formalités. Je pense que c'est quelque chose d'important. La digitalisation des processus, la dématérialisation des documents, bien sûr la catégorisation douanière qui est très importante, qui permet à un certain type d'entreprise de mieux gérer leurs formalités de douanement. Et clairement, ces réformes ont eu un impact sur la vie quotidienne des entreprises. Ces entreprises-là, les opérateurs marocains et espagnols peuvent anticiper mieux les formalités, suivre les opérations en temps réel et mieux planifier les flux financiers et les flux commerciaux. Ceci dit, il y a des choses qu'il faudra améliorer, comme toujours, d'accord. Nous, en tant que Chambre de commerce, un certain nombre de choses ont été remontées par les entreprises, c'est-à-dire réduction des délais, je pense que c'est quelque chose. Oui, bien sûr, l'appétit vient en mangeant. Hein. Qu'est-ce qui fait la différence entre les douanes marocaines et les douanes et espagnoles? J'aimerais avoir juste peut-être une petite différence, dire voilà, de l'autre côté de la Méditerranée, il se passe de telle manière pour introduire les produits. Ici, voilà comment ça se passe. Je dirais que je pense que c'est une synergie à laquelle on ambitionne tous. C'est-à-dire que, et ça risque de nous étonner tous, c'est que le niveau de la douane marocaine, c'est-à-dire, si on prend le niveau actuel, il est équivalent, si ce n'est plus, si on le compare à d'autres douanes. Je ne parle pas de l'Espagne, mais à d'autres douanes, dans les pays européens. Ouais. Par rapport à la douane espagnole, moi, je pense que la principale chose sur laquelle on pourra tendre en tant qu'administration, c'est plus d'échanges d'informations. Ouais.
Donc c'est des synergies qu'il faudra mettre en place entre les deux douanes pour faciliter et fluidifier un peu plus les formalités. Imaginons un monde où il y a la reconnaissance automatique et mutuelle des documents douaniers entre les deux douanes. D'accord? Imaginons un monde où il y a un échange sécurisé, bien sûr, sécurisé des informations entre les deux douanes. Ça répond à ces deux objectifs qu'on a ici, fluidité et sécurité, c'est-à-dire que les échanges seront plus fluides et plus sécurisés, parce que ça permettra à la douane justement de répondre à un objectif clair qui est très clairement identifié dans ces objectifs stratégiques, c'est tout ce qui est protection du marché marocain par rapport à tout ce qui est contrebande, etc. Donc clairement c'est quelque chose sur lequel on peut travailler et je pense qu'il faudra profiter de l'environnement actuel, des relations actuelles entre le Maroc et l'Espagne pour tendre vers plus de collaboration. Mais je voudrais continuer pour parler un peu les points qui ont été cités, remontés par nos adhérents, d'accord, comme point possible d'amélioration. Je parle sous le contrôle, bien sûr, de l'administration de douane. Donc, j'ai parlé de la fluidité, donc des délais encore plus réduits, procédures plus simplifiées. On cite les licences d'exportation. Donc une procédure plus simplifiée pour obtenir les licences d'exportation. Automatisation des processus comme par exemple le workflow portuaire qui est digitalisé partiellement. Dématérialisation des documents complète, les certificats de conformité ne le sont pas, les garanties douanières non plus, et autre demande de nos partenaires, de nos adhérents, c'est plus de prévisibilité. Donc plus de prévisibilité en ce qui concerne tout le corpus réglementaire, encadrant un peu le travail de l'administration qui s'applique bien sûr à tous les opérateurs. Donc meilleure lisibilité et stabilité réglementaire, plus de clarté sur les régimes douaniers, et une meilleure harmonisation entre les différents postes douaniers. Donc si on prend le poste douanier par exemple de Casablanca, et si on le compare à un autre poste douanier, peut-être il y a divergence en termes d'interprétation. Imaginons une société qui a des flux, qui gère des flux à travers les deux, elle est obligée de se conformer à deux interprétations, peut-être divergentes, le même texte réglementaire. Et ce sont là les principaux points qui nous sont qui ont été remontés par nos adhérents. Et le point positif, c'est pas des ajustements, c'est pas des réformes structurelles, c'est des ajustements techniques. C'est-à-dire, il vient compléter un peu la stratégie qui est toujours en cours chez la douane. Et l'objectif, notre objectif à tous, douane, secteur bancaire, chambre de commerce, entreprise, c'est faire de ce corridor Maroc-Espagne un pôle de compétitivité et de stabilité régionale. Voilà, en matière de pragmatisme, là évidemment je m'adresse à vous, Si Saïd. Voilà, est-ce que vous êtes à la tête donc d'une grande entreprise espagnole installée depuis longtemps au Maroc. Est-ce que vous vous reconnaissez quelque part dans tout ce qui a été cité en matière peut-être d'outils digitaux? On a parlé donc de dématérialisation, on a parlé de certificats électroniques. Qu'est-ce qui vous arrangerait, vous en tout cas, qu'est-ce qui vous interpelle le plus pour pouvoir effectivement faire fonctionner au mieux votre entreprise, en tout cas pour voilà, faciliter vos flux? La digitalisation, ou la transformation digitale revêt d'une grande importance à Roca. Depuis plusieurs années, nous avons une position carrément qui reporte au CEO, qui est la direction de transformation digitale, qui a pris en main un projet structurel qui visait à doter Roca des meilleures solutions informatique et technologie pour être, je dirais, au premier plan des sociétés qui utilisent les solutions digitales. Nous, fin de premier semestre de cette année, on a franchi un pas énorme qui est carrément le passage, un go live à un nouveau système ERP, qui va par la suite nous donner la possibilité, à travers des solutions, des systèmes satellites qui orbitent tous autour du même ERP, et qui va assurer, je dirais, la continuité du business à travers tous les processus de l'entreprise, à travers la production, la supply chain, les ressources humaines.
le marketing, tout sera normalement géré de sorte à ce que la digitalisation soit un axe de différenciation majeur. Par rapport aux autres systèmes que nous utilisons à Roca, il y a certes, de manière indirecte, il y a le système BADR que notre transitaire utilise pour remplir les formalités douanières. Et nous, on a la main sur Portnet. Bon, elle est utilisée de manière, je dirais, mutuelle. À Roca, nous avons la main pour gérer la gestion des règlements des fournisseurs à l'étranger. C'est un point qui est très important pour éviter les erreurs, pour éviter les problèmes et assurer les flux de l'argent qui est vérifié. Et en plus, depuis le début de l'année, nous avons la main sur la gestion des conformités. D'accord ? À partir de 2019, bon, nous, notre premier dossier de création d'un certificat de conformité a été fait au milieu de l'année. Et bien sûr, pour Portnet, il y a l'utilisation à travers d'un autre côté, à travers notre transitaire qui l'utilise pour toutes les opérations annexes, contrôle de conformité, contrôle métrologique, autorisation et tout cette paperasse avec les autres annexes. Maintenant, ce qui me laisse un peu là où il devra y avoir un effort. Là où la digitalisation, c'est beaucoup d'informations. C'est une abondance d'informations incroyable. Tu ouvres ton PC et là, les liens, ils sont énormes. Il faut peut-être travailler à comment faire arriver cette information aux personnes qui vont driver cette compétitivité. Moi, en tant que supply chain, je suis à la tête à la supply chain de Roca. Je sens qu'il y a un peu, je dirais, assoiffé d'avoir plus d'informations par rapport aux options, aux possibilités nouvelles. Avant même qu'il n'ait lieu, il faut que, je pense que, je lis partout que le monde de l'entreprise, on partage avec lui, il est concerté. Mais est-ce que c'est la bonne personne qui va prendre cette décision, qui va faire en sorte à ce que cette décision soit la meilleure? On a parlé d'indicateurs, plusieurs indicateurs viennent à la tête, mais maintenant, sur quelle base ce calcul a été fait? Des enquêtes de satisfaction. Est-ce que vraiment la bonne personne qui a les outils ou les indicateurs qui sont tangibles, qui devra dire est-ce que le service était bon ou n'était pas bon? Et du coup, il y a des nuances à faire. Il va falloir opérer un effort additionnel pour toucher les vraies personnes du secteur industriel. Et c'est important. Alors, Madame Zdijk, quelque part, vous êtes interpellée là aussi. Voilà, certains points ont été soulevés. J'imagine certainement leur résolution apporterait énormément de fluidité là aussi. À l'exemple de l'entrepreneur que nous avons là auprès de nous, qu'est-ce qu'il y a de répondre en tout cas sur certains points? D'abord, permettez-moi de situer un peu cette notion de prise en compte des attentes de l'entreprise. C'est tellement important au niveau de notre administration, depuis quinzaine d'années, depuis le premier plan stratégique, que cette notion de relation et de gestion de relations clients pèse. Et les premières briques de gestion de relations clients ont été mises en place en 2011, selon les normes et les standards internationaux, et notamment le volet entreprise. Donc on a commencé effectivement par le volet entreprise. Pourquoi? Parce que c'est le tissu économique, parce que c'est l'image, c'est l'économie du pays, et c'est l'image du pays de toute façon. Donc si on est compétitif, c'est que le pays est compétitif, c'est clair. Et donc à partir de là, nous avons mis en place des dispositions claires, des dispositions qui sont vraiment étudiées en termes de gestion de relations clients, de l'entreprise en particulier. C'est de l'écoute directe, c'est des prises en charge de besoins directement avec l'entreprise, et c'est aussi pas uniquement des prises en charge comme ça de besoins, mais c'est des solutions qui sont proposées, mais aussi des procédures adaptées. Pourquoi? Parce que l'important pour nous, en fait, c'est que cette entreprise soit compétitive et qu'il n'y aurait plus de problèmes ou de contraintes, en tout cas vis-à-vis de la douane. Mais on fait plus. C'est que, pas uniquement pour ce qui concerne la douane,
mais on interpelle aussi tous ceux qui interviennent au niveau de la chaîne du commerce extérieur pour nous aider à trouver les bonnes solutions pour cette société pour qu'elle puisse être compétitive et à l'échelon international, pas uniquement national. Et pour cela, donc l'administration a fait le choix de faire une organisation décentralisée avec une cellule qui est chargée au niveau central de cette relation avec le secteur privé, d'une part, et des cellules régionales qui font de l'étude de besoins et de la relation client à proximité. Ces cellules ne font que ça, c'est-à-dire qu'elles sont à l'écoute, qu'elles sont là pour écouter l'entreprise, étudier ces besoins-là, proposer les solutions et adapter les procédures le cas échéant. Mieux encore, l'administration a toujours veillé sur l'institutionnalisation de ses relations avec les associations professionnelles. Ça, c'est une donnée qui existe depuis 2011. Et il y a des conventions et des accords cadres qui sont signés entre les deux parties. Et ces conventions, et c'est des matrices digitalisées qui sont suivies. C'est des besoins qui sont relevés, c'est des études qui se font au niveau central et régional, et c'est des procédures qui sont adaptées. Dieu sait combien il y en a qui ont été adaptés aux besoins de l'entreprise pour qu'on puisse aller de l'avant et ensemble. À travers, en direct peut-être, mais à travers aussi les associations professionnelles. Et il y a des rencontres qui se font au niveau de la région pour écouter au profit des membres des associations professionnelles, pour communiquer autour de toute nouveauté. Du jour au lendemain, on a une nouvelle réglementation. Du jour au lendemain, on a une nouvelle loi. Du jour au lendemain, on a une nouvelle procédure. C'est du contact direct avec la profession, avec le secteur. Encore plus, et pour conforter l'entreprise dans sa quête de compétitivité à l'international, on a concocté, on en a parlé tout à l'heure, on a concocté tout un programme de labellisation pour l'obtention du statut d'opérateur économique agréé. Alors ça, c'est une avancée majeure. Et depuis quand même quelques années qu'on y est. Et ce programme, il est évolutif, bien évidemment, c'est normal, mais il offre un package diversifié de simplification douanière, mais pas que. C'est que ce programme aussi peut être, ce label peut être utilisé au niveau international pour tout ce qui est fiabilité et transparence de l'entreprise. Juste à titre de chiffre, toujours, à fin 2024, au 31/12/2024, on a labellisé quelque chose comme 681 entreprises, dont 15 au statut sécurité-sûreté. Alors ce statut-là, c'est le plus grand niveau de labellisation qui est offert. Et je reviens toujours à ce chantier de digitalisation, si vous permettez, et depuis belle lurette, donc vraiment c'est depuis la naissance des services numériques au niveau de la douane, on en parlera peut-être par rapport à cet historique, ça remonte à très loin, nous avons mis en place des cellules centrales et régionales pour l'assistance de tout usager de la douane à l'utilisation de ces services numériques. Elles sont joignables à travers tous les canaux. On a du mail, on a du téléphone et on a une plateforme digitalisée qui ne fait que ça. Vous pouvez suivre effectivement votre remontée depuis que vous l'avez signalé jusqu'à la résolution du problème. Jusqu'à la réponse de toute façon, parce que ça peut ne pas être un problème, ça peut être juste une assistance particulière. Voilà donc un tour autour de cette question de gestion relation client pour prendre en charge les remontées de l'entreprise, des associations professionnelles de façon générale. Je pense qu'il y a des choses à éclaircir, oui, je veux bien, mais il y a de l'effort qui est fourni. Il y a aussi, nous demandons aux entreprises de faire appel à l'administration, de se rapprocher de l'administration, soit en local, soit au niveau central. Et donc, puisqu'on est en local et on est un peu partout, n'hésitez pas, profitez-en. C'est ce qui manque, d'après vous, c'est ce que vous regrettez peut-être, c'est ce manque de fluidité directe entre l'administration des douanes et les entreprises? Franchement, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que cette fluidité ne manque pas. Tellement on a eu de rencontres, tellement on a signé d'accords cadres, tellement on a signé de conventions avec les associations professionnelles et on a écouté énormément d'entreprises et on a des solutions qui sont proposées et même des procédures qui sont adaptées aux besoins de l'entreprise et à son schéma de fonctionnement global. C'est fait comme ça, et c'est voulu, et on a des indicateurs dans ce sens que nous mesurons. Donc moi, je n'ai pas remarqué de fluidité, enfin, le manque de fluidité dans ce sens, mais je demanderai quand même aux entreprises de se rapprocher encore plus de l'administration.
Nous sommes à votre disposition d'ailleurs. Alors, Sir Abdelghani El-Bahi, effectivement, vous êtes à la Chambre de commerce espagnole. Vous représentez quelque part une sorte de relais, de cordon ombilical entre l'administration des douanes et les entreprises espagnoles installées au Maroc. Est-ce que là aussi, quel est finalement votre rôle quand il s'agit peut-être un peu de ces questions soulevées de part et d'autre pour pouvoir servir d'intermédiaire et trouver peut-être la solution adéquate à certains problèmes? C'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Oui, déjà pas mal. Oui. Au niveau de la Chambre, une donnée importante, nous sommes la Chambre de commerce espagnole la plus grande au monde en termes de nombre d'adhérents. Donc, dans toutes les chambres de commerce espagnoles dans le monde, le réseau, celui de Casablanca, la chambre de Casablanca est la chambre la plus grande en termes d'adhérents. Et ces adhérents, il y en a des entreprises marocaines, des entreprises espagnoles, des grandes entreprises, des petites entreprises, des entrepreneurs individuels. Et je pense que c'est cette segmentation aussi qu'il faudra appliquer lorsqu'on parle de communication avec les administrations. Je donne un exemple très simple. Si on prend les sociétés, les adhérents marocains, tout le monde est super content parce qu'il connaît l'histoire, il connaît d'où on vient, il voit un peu tout ce qui a été fait pendant les 20 dernières années. C'est vrai qu'il y a toujours une demande, une volonté d'améliorer un peu plus les choses, mais il y a un socle très solide où l'entreprise, elle te dit qu'on était dans une situation X et on est dans une situation une situation meilleure. Si on prend les sociétés espagnoles, il y a une différence entre les sociétés espagnoles qui ont toujours opéré au Maroc depuis ça fait très longtemps et les sociétés qui viennent d'être installées. Donc elle rejoint peut-être celle qui opère au Maroc et qui opère au Maroc depuis longtemps, elle rejoint un peu les sociétés marocaines. Les nouvelles, elles viennent et elles disent que ça, ce qu'on a maintenant, il faudra l'améliorer d'une manière radicale. Donc le positionnement n'est pas le même. Et si on prend une autre segmentation, les grandes entreprises qui peuvent bénéficier qui ont les moyens d'appliquer des programmes de catégorisation douanière et les entrepreneurs individuels, d'accord, qui a des opérations qui importent, je ne sais pas, 4 conteneurs, 5 conteneurs par an, je pense que ces besoins seront un peu différents. Et c'est pour cette raison que cette communication-là, moi je pense que cette communication en amont, elle est là. Elle a toujours existé. Il y a toujours une concertation entre la douane, les associations professionnelles, le secteur bancaire, les entreprises. Mais il faut aussi améliorer et renforcer la communication en aval. C'est-à-dire, pourquoi pas, la mise en place d'un système d'expérience client, d'enquête de satisfaction anonyme, d'accord, qui sont conduits par des entités autonomes qui peuvent montrer un peu où le curseur en termes de satisfaction, on peut le situer où et qu'est-ce qu'on a besoin de faire on peut améliorer un peu le service. Je pense aussi à le dispositif mis en place ou l'a offert aux opérateurs en cas de problème. Je pense qu'on pourra le renforcer avec une hotline, d'accord, qui pourrait aider cette hotline pourrait aider ces entreprises individuelles, petites entreprises, très petites entreprises, à régler un peu leurs soucis technologiques, parce qu'il ne faut pas oublier que aussi il faudra un effort pédagogique. Tous les outils qui ont été développés par l'administration, elles ne sont pas à la portée de tout le monde. C'est vrai que 70% des tissus, bien sûr, mais il y en a 30% qu'il ne faudra pas oublier. Et je pense que c'est ce genre de réflexion, c'est-à-dire, il faut dire qu'on a fait l'essentiel, on a construit la maison, d'accord, et il faudra la renforcer les fondations je pensais que vous alliez me dire qu'il faudrait maintenant décorer la maison. Renforcer la fondation, ça doit être fait normalement depuis longtemps. Non, la renforcer dans la mesure pour répondre aux besoins de tous les acteurs économiques. Parce que c'est normal, moi si j'étais à la douane, dans un premier temps, je vais m'adresser à 80% de la population. Et après, je vais traiter les autres sujets. Maintenant, je pense qu'il est temps et les outils et la digitalisation nous permet à tous d'avoir un feedback qui nous permet de situer le curseur et de savoir qu'est-ce qu'on devrait faire, dans le cadre, bien sûr, des plans stratégiques de la douane. Voilà, alors on arrive pratiquement au terme de cet entretien. Je vais vous donner 2 minutes chacun pratiquement pour lancer des appels ou peut-être pour donner des conseils pour pouvoir effectivement améliorer et déjà la confiance entre les uns et les autres et d'une part surtout améliorer peut-être un peu le système de travail attendu les uns auprès des autres. Madame Zdaïk, c'est à vous.
La discussion, elle est tellement pertinente qu'on n'a pas vu le temps passer. Oui, qu'on n'a pas vu le temps passer. On ne voudrait pas terminer ce panel. On a encore beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à discuter, mais je veux quand même m'atteler sur notre vision, ce qui va venir. C'est vrai que nous avons construit, bien sûr si vous permettez Sichaï, par rapport au temps qui nous reste, nous avons construit énormément de choses. Nous avons dématérialisé nos processus douaniers. Nous sommes vraiment très en avance par rapport à tout ce qui est zéro papier, transparence, traçabilité et j'en passe. Mais le futur promet beaucoup d'autres choses. Ça revient à ces attentes-là. Nous savons tous que le monde du digital, il évolue, mais d'une manière très, très, très rapide. Ça, on le sait tous et on le vit au quotidien. Ce que nous prévoyons de faire, et là, notre stratégie, notre plan stratégique 2024-2028 traite de cette question et de façon très, très, très avancée, parce qu'on a un axe spécifique à tout ce qui est besoin de l'entreprise, compétitivité de l'entreprise et compétitivité du Maroc de façon générale, c'est-à-dire le monde des affaires. Et à travers cela, et à travers cet axe, nous sommes en train de mettre en place, et nous allons continuer sur notre stratégie de mise en place de solutions proactives et anticipatives, comme on a toujours bien fait, mais en mettant en place cette fois-ci des solutions nouvelles et innovantes. Alors je souligne bien ce terme innovante parce que c'est notre quotidien, c'est ce qui draine notre quotidien aujourd'hui. Alors quand on dit solutions innovantes, je parle précisément et j'entends par là l'utilisation des nouvelles technologies, à savoir tout ce qui est blockchain, à savoir tout ce qui est intelligence artificielle, à savoir tout ce qui est scellé électronique et j'en passe. Il n'y a pas que ça. Mais ce sont les grosses solutions, les grandes solutions qui vont nous permettre d'aller plus en avant en termes de facilité, d'accélération de délai de dédouanement et de contrôle efficace. Alors sachez que nous sommes en train de travailler là-dessus et nous sommes en train de mettre en place, enfin les années à venir, je dirais non, les mois à venir verront la mise en place de plateformes mais vraiment robustes, avec des logiciels robustes et avec des choses, avec des technologies que nous appelons dans le jargon technique les technologies disruptives. Alors ce terme disruptif, c'est un anglicisme qui tire sa définition du mot rupture. Et c'est ce qui va permettre à l'administration des douanes au Maroc d'être parmi les plus efficaces au monde. Parce qu'il va y avoir des solutions intelligentes que nous sommes en train de préparer, et donc on démarrera rapidement en termes de tests et de POC, comme on a l'habitude de faire d'ailleurs. Nous sommes en train de préparer quelque chose comme solution intelligente pour le traitement de données en masse, pour l'interconnexion des systèmes, entre toute la communauté nationale et internationale du commerce extérieur. Et nous sommes en train de mettre en place aussi des modèles qui évoluent selon ce que nous détectons ou selon les comportements qui émergent. Et là, c'est le volet contrôle qui intervient. Alors, notre objectif, c'est quoi? Comme toujours, c'est de fluidifier plus, mais de contrôler de façon plus efficace, contrôler mieux. Voilà, donc grosso modo, je voulais revenir à quelques points qui ont été cités. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en débattre pour ne pas prendre s'accaparer. Sylvain, votre mot de conclusion. Tout à l'heure, on a parlé de l'événement planétaire qu'on va organiser, c'est-à-dire 2030. L'événement planétaire. Oui, c'est un événement planétaire. Maintenant, la FIFA, elle veut quasi élargir le nombre des équipes nationales qui ont participé à cet événement à 64. Absolument. Donc, ce qui risque un peu de renforcer un peu toute la partie besoin structurel qu'a le Maroc par rapport à l'organisation de cet événement. Et à situation exceptionnelle, je pense qu'il faudra des solutions exceptionnelles. Donc, moi, j'ai une vision d'une douane qui pourrait permettre ou mettre en place un régime spécial mondial pour les entreprises espagnoles qui participent dans tous les projets d'infrastructure ici au Maroc, mais aussi dans tous les autres secteurs d'activité. Je rêve d'une année ou d'une vision où les banques, et surtout les banques espagnoles, peuvent apporter toute l'expertise développée en Espagne, surtout par rapport aux solutions innovantes répondant aux problématiques du commerce international. Je rêve aussi d'une chambre de commerce qui peut, parce qu'il ne faudra pas oublier que la chambre de commerce participe à tous les organes de gouvernance et de gestion des chambres de commerce en Espagne. Et par cette occasion, elle a accès à des informations de première main et
et voir qu'est-ce qui se fait de mieux sous d'autres contrées. Et je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait ramener ici, créer des groupes de réflexion, tripartite, douane, entreprise, secteur bancaire, pour qu'on puisse arriver à cette vision justement d'un corridor Espagne-Maroc qui deviendra un pôle régional économique très important. Merci beaucoup. Voilà. Et si Saïd, on a parlé d'événements exceptionnels, solutions exceptionnelles, c'est aussi le cas pour Oroca Maroc, j'imagine. Alors, Oroca Maroc, en tant qu'opérateur économique agréé, nous, ce qu'on aimerait voir dans le futur, et c'est un point qui est très important, c'est plutôt élargir, comme vous venez de le dire, je pense, élargir notre package de facilités, parce que je sais que c'est un processus progressif et continu, mais il faut le voir encore parce que la compétitivité des entreprises marocaines, je rappelle qu'on est une entreprise, et j'ai bien dit au début qu'on est 850 employés qui assurent l'emploi au Maroc. Le fait d'assurer la compétitivité des entreprises pareilles devra, je dirais, conforter la promotion de la production nationale. Et ça, c'est parmi les objectifs importants de la douane. Sinon, moi je dis qu'on est sur la bonne direction. Il y a le côté facilitation sur lequel il faut continuer. Il y a ce côté de simplification de la réglementation. Tout à l'heure, j'ai cité le point des organismes annexes. Et là, qu'il faut revoir, réimaginer pour qu'on puisse aller de l'avant. Et in fine, la compétitivité, pour moi, c'est une compétitivité qui doit être dans la durée. C'est-à-dire, nous avons pas mal d'indicateurs de performance que vous êtes en train de partager. Il serait mieux de les analyser, de pouvoir les utiliser et sortir les déviations et proposer des actions d'amélioration en continu. Voilà, ben écoutez, le tout dernier mot revient évidemment au public. Nous allons vous passer le micro, 2-3 grandes questions éventuellement avec des réponses que nous attendons de vous, évidemment assez succinctes, assez brèves. Le micro va circuler, n'hésitez pas à nous poser donc des questions, vous écoutez. Présentez-vous dans un premier temps. Alors, bonjour, je me présente, Boubrahimi Nabil, je suis professeur universitaire avec mon collègue Hamdi, de l'Université internationale de Rabat. Donc, je vous remercie infiniment pour l'invitation, l'économiste où j'étais à un certain moment journaliste. C'était mon confrère. Oui, avec Si Hamadi, donc c'est le plaisir de vous revoir. Le plaisir est partagé. Merci. Donc, aussi, entre l'économiste et l'enseignement, j'ai passé au commerce extérieur et j'ai travaillé beaucoup avec la douane en tant que dans le cadre de la simplification des procédures. Et on a vécu depuis 2004 à 2025 une transition, une transformation dans la pratique douanière. Donc, on était à des documents papier. Vous avez dit 2 millions de DUM. C'était des papiers. Maintenant, c'est digitalisé. C'est une douane avec 0 papier. Donc, alors, pour aller vite, donc la question, on a vécu un certain moment que la douane va un peu plus vite que les autres administrations de contrôle non douaniers. Et effectivement, des fois, c'est là où il y a le blocage. Parce que le dédouanement, c'est le contrôle douanier et non douanier. Et les opérateurs, ils regardent que la douane parce que la marchandise est dans les magasins sous surveillance douanière. Madame Zdeig, donc je vous félicite pour tout le travail parce que c'est elle qui est derrière ce travail-là. Où vous étiez maintenant, actuellement, par rapport à la synchronisation de ces systèmes entre douane et les autres organismes, est-ce que ça avance? Je parle aussi de la santé, et est-ce que l'opérateur économique agréé, parce que c'est un label important, est-ce que vous avez pu avoir la reconnaissance des autres organismes non de contrôle non douanier et avec les opérateurs, avec les douanes étrangères? Parce que c'est un circuit vert, c'est un dédouanement même avant contrôle documentaire. Et ça, c'est, je pense, la question qui a été demandée par et aussi, le deuxième point, par rapport à cette intelligence artificielle, vous avez effectivement l'évoqué, dans quelle mesure la douane va investir, parce que vous avez ce qu'on appelle la gestion des risques, et c'est ça ce qui est très important, vous ciblez 10% des marchandises, les 90% c'est uniquement un contrôle des informations. Donc quelle mesure
vous améliorez la gestion des risques pour avoir un circuit vert pour les entreprises espagnoles. Merci beaucoup. Merci. Madame Zdijk. Vous êtes bien informé. Je commencerai par la fin, en fait. Cette gestion de risque, c'est quelque chose qui se traite au niveau de la douane et c'est toujours quelque chose d'ancien, selon des normes et des standards à l'international. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une gestion de risque qui prône un contrôle efficace avec une fluidité de passage aussi. Vous l'avez bien dit, il y a des taux de visite physique qui sont très bas par rapport au contrôle documentaire, par rapport à tout ce qui est passage en orange ou peut-être en vert, parce que nous avons 2 circuits de sélection des flux, le vert, l'orange et le rouge. Peut-être on détaillera encore plus si le besoin y est, se fait sentir. Mais cette analyse de risque se base sur quelque chose comme un système qui est un moteur de règles et qui est automatisé pour le passage et la sélection des opérations douanières. Alors, il s'agit tout simplement là d'un système expert. Alors, pour rentrer un peu dans le détail, mais je vais être bref, c'est un système expert qui permet à tous les flux d'être sélectionnés selon en fait un certain nombre de données que nous avons rassemblées parce que effectivement tout est dématérialisé. Donc, on a à disposition une banque de données qui est hyper riche, qui est actualisée en temps réel, avec des échanges avec tous les partenaires nationaux et des partenaires internationaux. Et donc, c'est ce qui constitue le renseignement douanier. Alors, ce point de renseignement douanier est tellement important dans la mesure où c'est ce qui permet de sélectionner et d'orienter nos contrôles et notre facilité in fine. Je reviens à ce moteur de règles. Donc, c'est un moteur de règles qui permet, à travers tout un historique d'affaires contentieuses, de comportements qui ont été détectés ou qui émergent, d'orienter la sélection des flux selon les données dont on a possession. Et je dirais plus, c'est que ces dernières années, la coopération numérique est à son summum avec les partenaires nationaux et les partenaires internationaux. Et c'est ce qui permet de rendre cette base de données, cette base d'informations riche et actualisée en temps réel. Donc un contrôle efficace et une intervention douanière optimisée, c'est le cœur de ce que nous sommes en train de faire en termes de sécurité des flux. C'est une mission qui n'est pas facile puisqu'on est en train de prôner la facilité, mais en même temps le contrôle efficace. Vous le voyez bien. Et pour revenir à ce contrôle efficace et pour revenir à cette notion d'intelligence artificielle, le fait de disposer d'une banque d'informations si riche, on l'a dit tout à l'heure, nous permet, in fine, de constituer plus d'informations. Et donc, c'est le socle de base, puisque vous êtes universitaire, c'est le socle de base pour les couches qui vont venir en termes d'intelligence artificielle, que nous sommes en train de tester. D'ailleurs, tout ce que nous sommes en train de viser, c'est fluidifier plus en contrôlant mieux. L'opération, l'équation, elle est à plusieurs paramètres si on voit la multitude des intervenants dans la chaîne du commerce extérieur. Voilà un peu une réponse brève par rapport à ce que nous faisons en termes de sécurité des flux, en partenariat bien évidemment avec tous les partenaires à l'échelon national et international, on n'arrêtera pas de le dire, mais aussi en utilisant les technologies disruptives que nous avons évoquées tout à l'heure. Une autre question. Bonjour à tous, merci. Je m'appelle Habib Doukali, je suis directeur général d'une entreprise industrielle marocaine. Nous sommes catégorisés classe A par la douane, catégorisés aussi par l'office d'échange. Donc mon intervention concerne un témoignage et une proposition, donc si vous le permettez bien sûr. Donc effectivement, nous avons bien vécu l'évolution très, très rapide de la qualité de service de la douane, mais il y a des petites choses qui restent à améliorer. Donc je reviens sur les 64% des entreprises qui récupèrent la main levée dans moins de 4 heures. Moi, je me focaliserai sur les 36% qui restent. Donc dans le cadre effectivement de la collecte et de Customer Survey, moi je propose, effectivement dans l'ère de l'IA, que chaque déclaration, donc quand on reçoit l'avis de sortie de main levée, qu'il y ait un lien pour le Customer Survey et les gens vont remplir effectivement en temps réel l'expérience vécue et à ce moment-là, vous allez récolter suffisamment de données pour pouvoir agir et réagir et établir votre plan d'amélioration continue. Merci. Merci beaucoup, Madame Zdijk. Décidément, vous êtes célèbre.
pour la proposition. Je dirais que juste une petite correction. En fait, c'est pas 64% des opérateurs, c'est 64% du flux. C'est différent. Donc oui, c'est un chiffre qui est énorme et qui dit beaucoup par rapport à nos indicateurs, mais que nous continuons à faire évoluer et à améliorer en utilisation de... Parce que là aujourd'hui, on est en train d'utiliser les traitements de données en masse. Ce n'est pas la fin et ce n'est pas l'objectif final de notre projet d'intelligence artificielle, mais c'est le début. D'ailleurs, ce traitement de données en masse a permis à l'administration de collecter 34 millions de dirhams suite à des contrôles à base de traitement en masse des données. Donc les universitaires connaissent un peu ça. Nous sommes en train de préparer cette nouvelle ère et ce virage technologique, parce qu'effectivement la douane sera sur un nouveau virage technologique par rapport à ça, et qui va marquer effectivement la douane, qui va la placer que parmi les meilleurs et parmi les plus efficaces. Donc effectivement, merci pour la proposition et on l'étudiera bien évidemment. Merci beaucoup. Une question auprès de monsieur. Amel, mes salutations amicales. Ça fait plaisir de vous revoir après tant d'années. Je suis vice-président de la Confédération des exportateurs marocains. Et chez nous, à la Confédération, ça nous tient à cœur la fluidité portuaire. Et la fluidité portuaire, comme ça a été tellement bien dit, ça ne dépend pas exclusivement de la douane. Lorsqu'on perd en fluidité, on perd des marchés, on n'est plus compétitif. Et je crois qu'il y a un travail à faire énorme de sensibilisation, et à tous les niveaux, et à tout le monde, pour essayer de se mettre en tête que lorsqu'on n'opère pas la fluidité portuaire, lorsqu'on regresse, c'est qu'on est en train de marcher à compte courant pour la création d'emplois et des investissements au Maroc. Moi, je suis témoin, j'ai accompagné pendant des années la digitalisation de la douane, et Dieu sait ce qu'on a fait. Et je le disais souvent, et c'est avec fierté que je le répète, la douane a fait des grands progrès par rapport à il y a 20 ans. La dématérialisation, la digitalisation, et le summum dont je me rappelle aussi, c'était la DUM qui a été entièrement la liasse de la déclaration de douane qui a été dématérialisée. Je ne parlerai pas des bons livrets, etc. Il y a des pas de géants et l'administration de douane a fait d'excellent travail par rapport à la digitalisation. Maintenant, par rapport à la fluidité, il y a encore des problèmes énormes et nous avons des doléances qu'on reçoit. Et le problème, ces problèmes deviennent de plus en plus structurels. Je donnerai un exemple, si vous permettez. C'est une bonne partie de nos exportations, on les fait par camion vers l'Europe et vers l'Espagne. On fait plus de 550 000 camions par an. Et autrefois, ces camions passaient le passage portuaire en quelques heures, 4 heures, et depuis un certain temps, et ça dure presque 48 heures. Donc on a trahi complètement la proximité qu'on a avec l'Europe. Et des fois, on est plus compétitif par rapport à nos concurrents tunisiens, ou turcs, ou hindous, même les Égyptiens. Donc, lorsque nous devons travailler, nous devons réfléchir qu'est-ce qui se passe par rapport à cette fluidité. Est-ce que c'est une question d'émotionnement des infrastructures et superstructures? Est-ce que c'est une question de personnel? Est-ce que c'est une question d'introduire des nouvelles technologies pour sélectionner les gens qu'on doit visiter, au lieu de mettre la queue, même avec des gens honnêtes et clairs et transparents, et ça fait, tout le monde attend 48 heures avant d'embarquer, il y a quand même des difficultés. Et là, la fluidité, il faut absolument la revoir. Et lorsqu'on parle aussi du port de Casablanca, la congestion est devenue quelque chose de structurel, ça coûte beaucoup d'argent aux importateurs. Il faut essayer que la douane, en tant qu'administration citoyenne, prenne le lead de cet écosystème et essayer de tendre la main aux maillons faibles de l'écosystème pour essayer
de mettre tout le monde à niveau pour qu'on travaille tous dans le même sens, d'intégrer les systèmes d'information, parce qu'aujourd'hui, l'opérateur économique il ne se retrouve plus. Il a 36 000 écrans qu'il doit consulter pour introduire les informations. Or, nous avons créé un système d'information du commerce extérieur qui s'appelle Portnet, et l'opérateur économique devrait tout simplement rentrer dans une seule fenêtre et introduire toutes ces informations qui seraient dispatchées et distribuées à tous les opérateurs, à toutes les administrations. Si merci beaucoup. Pour la douane, j'aurais aimé, j'aurais souhaité plus de transparence et plus de communication et sur une base régulière. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le vice-président. Plus de transparence, plus de communication. En quelques mots, éventuellement, si vous avez quelques remarques à en quelques mots, monsieur Matarache, qu'on connaît parfaitement bien, c'est quelqu'un qui a accompagné tous les chantiers de dématérialisation au niveau de la douane, et, soit au niveau de la PRAM, soit au niveau de n'importe quel, même en intervenant particulier. C'est quelqu'un qui a donné beaucoup. Je vous remercie par rapport à ça. Et effectivement, nous sommes en train de drainer tout le monde et tous les intervenants au niveau de la chaîne du commerce extérieur pour qu'on puisse aller de la même vitesse, pour qu'on puisse faire des choses qui peuvent révolutionner aussi le Maroc de façon générale. L'important pour nous, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, c'est de fluidifier plus d'abord et en contrôlant mieux. Et c'est l'objectif de notre stratégie actuelle, notre plan stratégique actuel, c'est de pouvoir aller plus loin dans la facilitation, puisqu'on devient de plus en plus gourmand, et c'est normal. Et puisqu'on est en préparation d'un certain nombre d'événements, mais pas que. Nous sommes, pour l'anecdote, en fait, quand on disait que nous avons dématérialisé, quand on a mis en place toutes les solutions numériques dont on parlait tout à l'heure, qui étaient juste des exemples, pour l'anecdote, franchement, on se disait, waouh, c'est peut-être qu'on était en train de se préparer à quelque chose comme ça, la Covid-19. On ne savait pas, mais les gens se disaient, waouh, est-ce que vous la voyez venir, celle-là? Mais bon, merci beaucoup, monsieur Matarache. Merci. Merci à vous, madame Amal Zdaïk, chef de la division de l'audit et de l'inspection de l'administration des douanes et impôts indirects. Merci également à Siad El-Ghani El-Bahi, premier vice-président de la Chambre espagnole de commerce, et vous êtes aussi directeur général de Banco Sabadell Maroc, et merci également infiniment à Hicham Saïd, directeur supply chain et logistique de Roca Maroc. Merci encore une fois, madame, messieurs, d'avoir bien voulu partager avec nous ce moment de débat, ce panel Tour Invest organisé en partenariat avec la Chambre de commerce espagnole. Et merci également à vous de vous être déplacés, d'avoir bien voulu être parmi nous et participer effectivement à tout ce qui a été dit. Et à très bientôt, Inch'Allah.